Surtout, depuis maintenant 25 ans, je travaille avec des réseaux sur les questions de risques dans l'industrie nucléaire et en particulier les sous-traitants. Donc c'est l'expérience dont je vais vous parler. Donc je suis chercheur en santé publique, mais plutôt sur les questions de santé au travail et de cancer professionnel. Et j'ai mené une enquête pendant plus de 10 ans auprès de travailleurs sous-traitants intervenant dans la maintenance des centrales, d'où j'ai tiré une étude au début des années 2000 et qui a donné lieu à la construction de ces réseaux très difficiles à maintenir parce qu'il y a une telle répression anti-syndicale de la part des employeurs de la sous-traitance et d'EDF que ceux qui s'y risquent, malheureusement, très souvent ne peuvent pas tenir. Donc actuellement, ce qui tient, et c'est pour ça que je voudrais faire mention de ça, c'est le fait que grâce à 2 ou 3 militants, et notamment un qui s'est fait virer des centrales puis réintégrer quand même dans son entreprise, il y a une association santé sous-traitance dans le nucléaire et la chimie qui a été constituée à leur initiative et qui permet maintenant que quelques-unes des victimes, donc quelques-uns des travailleurs ou anciens travailleurs, mais travailleurs actuels aussi, atteints de maladies graves, en particulier des cancers, viennent vers eux et qu'il y ait un travail qui commence enfin à se faire sur ces questions-là. Et puis, on travaille également ici avec, on a formé une antenne de l'association Henri Pézra Santé, Travail, Environnement, qui est une association qui s'est formée en 2009 sur la base du réseau qu'avait constitué Henri Pézra sur toutes ces questions de risques industriels à l'articulation santé-travail, santé-environnement. Et donc on a constitué aussi une antenne pour les irradiés de l'île Longue, parce qu'on s'est rendu compte que c'était important qu'il y ait un soutien de la même façon qu'on soutient et que l'association Santé Sous-Traitance fait vraiment partie du réseau des associations qui participent à ce réseau Henri Pézra, de la même façon, pour parvenir à soutenir les victimes du nucléaire militaire, on sait très bien qu'il faut un travail collectif. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est un peu le fruit de toute cette expérience, y compris mon expérience de chercheur. C'est un sujet, les travailleurs du nucléaire, qui est très très peu abordé. On parle du nucléaire militaire d'un côté, du nucléaire civil de l'autre, mais ce qui se passe au niveau des travailleurs eux-mêmes, eh bien, pratiquement, c'est invisible, et c'est invisible parce qu'il y a une construction de cette invisibilité-là. Alors, je vais reprendre très succinctement de qui je parle. Si je prends le nucléaire militaire, on a les militaires civils et civils qui ont été affectés aux essais nucléaires ou à tout ce qui était la préparation des essais nucléaires en France, en Algérie, en Polynésie. Et là, on sait que c'est probablement au moins 150 000 personnes affectées par les essais nucléaires, que ce soit en amont dans l'élaboration des bombes, que ce soit au moment des essais eux-mêmes. Nucléaire militaire encore, on a la construction et la maintenance des sous-marins nucléaires. Et on a vu ce matin qu'on était loin de revoir le bout. Et ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que autant on connaît un peu maintenant les conditions assez catastrophiques
dans lesquels des travailleurs ont travaillé à l'île Longue avant 96, autant on a peu ou pas d'informations sur ce qui se passe aujourd'hui. Or, à l'évidence, ça continue, donc qui est exposé, dans quelles conditions, on ne sait pas. Et puis, il y a les personnels navigants des sous-marins. Et vous l'avez sûrement noté, au nom de l'égalité homme-femme, il y a une ouverture des postes dans les sous-marins aux femmes. Hein. J'y reviendrai. Dans le nucléaire militaire, vous avez toute une série d'activités qui sont des activités sous-traitées, y compris dans les usines d'armement. Alors, je n'aborde pas tout le secteur des usines d'armement, mais à l'évidence, là aussi, on a du personnel qui est exposé et pour lesquels on n'a strictement aucune information. Alors maintenant, le cycle du combustible. Si on commence par l'extraction, ben, la France coloniale et néocoloniale continue l'extraction avec Areva au Niger, mais ça a été le Niger et le Gabon. Et on sait que là, au niveau des travailleurs... Les militaires ont dû... Passez leur bonjour de notre part. Ça, c'est probable. C'est C'est probable. Non, c'est pas bien. Non, il y a un micro là-haut. non, Ouais. Je vais l'éteindre comme ça. sa position, Il nous laissera tranquille. Donc, pour l'extraction, on a le problème des mineurs. Il y a eu quelques procédures de reconnaissance en maladie professionnelle pour des cancers, et notamment une contre la Cominac, pour un Français qui avait travaillé dans une des mines au Gabon, avec une procédure en faute inexcusable de l'employeur, donc ça a été reconnu, mais on n'a rien de plus, et en particulier, on n'a rien comme information sur les Nigériens, les Gabonais qui ont travaillé dans l'exploitation proprement dite des mines d'uranium. Sans parler de tout ce qui se passe avec les déchets miniers. Là, je vous rapporte au dossier très bien fait de la CRIRAD, qui travaille avec un collectif des mines d'uranium, parce qu'il y a un énorme problème de stérile de mines qui affecte les villages africains sur les côtés. On a toute la filière de transformation de l'uranium en uranium enrichi, appauvri, etc., avec notamment l'usine de Comurex auprès de Narbonne. Et là aussi, parce qu'il y a eu des procès, on sait que des sous-traitants sont victimes, mais pour un procès qui a été gagné, il y a eu de nombreuses procédures pour lesquelles il n'y a eu aucune reconnaissance. Ensuite, on a les centrales, donc avec au minimum 20 000 EDF, mais parmi les 20 000 EDF, ils ne sont pas les 20 000 exposés, et 20 à 30 000 travailleurs extérieurs qui interviennent chaque année pour de l'ordre de entre 500 et 1200 entreprises différentes. Mais là encore, c'est des chiffres très approximatifs qui sont issus de déductions parce que les rapports officiels, et je vais y venir, ne permettent pas de vraiment savoir quelle est la population de travailleurs exposés. On a le démantèlement qui a commencé à Brennilis, mais qui commence sur certains sites de centrales, et là, rien ne filtre. Qui fait le boulot? Dans quelles conditions? On ne sait pas. On a enfin le recyclage, entre guillemets, avec la Hague. Donc, la Hague, c'est pareil, on a connaissance de quelques cas de reconnaissance de décontamineurs, mais pour avoir tenté d'aider un travailleur qui avait été exposé, un travailleur extérieur intérimaire qui avait été fortement irradié à La Hague, je peux vous dire que
s'est verrouillé dans la région Normandie pour obtenir la reconnaissance des cas exposés à La Hague ou à Flamanville. Et puis, il y a tout le problème de la gestion des déchets, et sur le versant du travail, on n'a aucune information sur aucun des sites de déchets.